Bonsoir tout le monde et bienvenue au deuxième épisode des Renards du Soccer. Donc, je me représente, Heidi Raphaël. Je serai accompagné comme toujours de Mathieu Lemay. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, Heidi. Ça va? Ouais, ça va. Pas si pire, pas si pire. On espère que ça va bien chez vous aussi. Ben, en fait, on va commencer comme d'habitude avec notre premier segment de la semaine. Donc, j'espère qu'à un moment donné, vous avez commencé à vous habituer à nos titres de segment. Donc, c'est la track de la semaine. Et puis cette semaine, on a choisi le fameux match, le grand derby entre Portland et Seattle. C'était à Portland. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé du match entre les Timbers et les Sounders, les grands rivaux c'était une des plus grandes rivalités de la MLS, puis c'était un match à haute intensité. Oui, et cette rivalité de la Cascadia, auquel parfois se joue du Vancouver, ce qui est particulier, c'est que ce sont deux gagnants récents de la Coupe MLS. Portland avait remporté le titre en 2015 et Seattle en 2016 ont pu faire la finale, comme on sait, en 2017. Donc, ce sont deux équipes qui, depuis leur entrée en MLS, sont bien rodées. Ça rend d'ailleurs la rivalité encore plus intense parce que les deux clubs attirent d'énormes foules. Alors, le match était intense. Même si les deux pratiquent pas le même style de jeu, Portland a un style axé un peu plus sur la contre-attaque, pas à la manière de l'Impact de Montréal, mais c'est plus leur style et c'est ce qui leur a permis d'ailleurs d'aller chercher globalement, je dirais, cette victoire de 2-1 contre Seattle, qui avait pourtant bien démarré. Leur joueur désigné à l'attaque, Raúl Ruidiaz, a ouvert le score à la 10e minute. 11e but en 15 matchs pour Ruidiaz. C'est toute une acquisition. Une acquisition de fou. Ruidiaz a changé complètement Seattle. J'en parlais avec le compte francophone de Seattle Sounders qu'on a sur Twitter. Et il disait depuis le début de la saison, il disait il nous manque un buteur. Dempsey commence à être trop vieux. Will Bowen, c'est pas trop ça. Il nous faut vraiment un autre buteur. Il y avait Jordan Morris qui malheureusement est sur le s'est blessé pour toute l'année. Et même l'année passée, il a raté, je pense, la moitié de la saison. Et je pense qu'il leur fallait cette pièce maîtresse. Puis depuis que Ruidiaz est là, il enfile les buts. Et puis c'est drôle parce que chaque fois qu'on regarde un match, on le voit pas. Durant tout le match, il participe pas au jeu. Il est juste pas là. On appelle ça souvent un renard de surface. Donc quelqu'un qui participe pas au jeu, mais qui est là pour finir et terminer les actions. Et puis il est tout le temps là. Toujours au bon moment, au bon instant. Mais vraiment, une acquisition extraordinaire pour les Sounders. En même temps, Seattle, ils sont très forts pour faire des acquisitions, surtout à la mi-saison. On se rappelle l'acquisition de Lodeiro, qui leur avait permis d'aller chercher le titre en 2016. Et Lodeiro a connu sa meilleure saison dans MLS cette année. Tant au plan statistique que dans le jeu d'ensemble, c'est un vrai meneur de jeu. Et donc, avec Ruidiaz en avant, ça rajoute une arme offensive. Ce qui est triste, par contre, pour Seattle, c'est que Portland a trouvé le moyen de répondre très rapidement. Et c'est là qu'on voit que cette équipe-là aussi, elle est bien nantie, malgré le fait qu'eux ont perdu beaucoup de joueurs qui étaient membres de l'équipe qui avait gagné le titre en 2015. On pense à Darlington Nagbe, qui est maintenant rendu à Atlanta, Fernando Adi est rendu à Cincinnati, qu'on va revoir en MLS l'année prochaine. J'ai hâte. OK, mais le cœur de cette équipe-là, ça a encore été lui qui a fait la différence, c'est Diego Valeri. Le rival argentin de Piatti en MLS, joueur de l'année l'an dernier. Ces statistiques sont peut-être moins importantes que l'an dernier, mais il reste que au niveau de l'ensemble du jeu, il apporte toujours plus à son équipe. C'est lui qui a le cœur et l'âme des Timbers, et on l'a vu faire encore la différence. Sa passe décisive à Eba Bissé sur le but. Ouais. Et Eba Bissé, on parle d'une jeune recrue que lui, on l'a très très bien préparé, et c'est le genre d'attaquant que tu vois pas, tu parlais de joueur que tu vois pas venir, lui non plus, tu vois pas venir. Et il est rapide aussi. Oui, mais ce que j'aime bien chez Eba Bissé, c'est que sa rapidité, elle est comme camouflée. On dirait que l'adversaire se doute pas qu'il va courir. Et comme c'est une équipe qui pratique la contre-attaque, comme je disais tantôt, les Timbers, c'est qu'Eba Bissé fait un travail défensif incroyable pour un joueur recru. D'ailleurs, il est devenu un peu le titulaire à l'attaque parce que en fin de saison, il a répondu aux attentes de la direction et du groupe d'entraîneurs. On a décidé de le ramener comme titulaire, tout simplement, et il a répondu en marquant un but. Et ça, c'est un signe, c'est un très bon signe de confiance. Maintenant, une fois cela dit, que Portland a pris les devants rapidement, ils ont en marquant justement le but d'assurance, on se disait ça va être un festival offensif. Non, finalement, les défensifs se sont mieux resserrés par la suite, même si, selon moi, Portland a eu un peu plus de chance d'augmenter le score. Seattle a quand même marqué à l'étranger, ça peut avoir un impact. Par contre, il ne faut pas oublier, ils ont perdu deux gros morceaux. Roldan et bien évidemment Air Marshall, Chad Marshall, le vétéran défenseur, un des meilleurs défenseurs de la MLS, et lui ne reviendra pas, c'est confirmé.
J'aimerais en fait ajouter sur le fait que moi je suis content parce que c'est un joueur que j'adore. Chad Marshall, c'est vraiment un joueur, un bon défenseur, très bon dans les duels, excellent de la tête. Il va marquer des buts de la tête. Il a retrouvé sa forme parce qu'au début de saison c'était vraiment pas ça. La fameuse paire charnière centrale qui était Torres-Marshall en 2016 qui avait permis à Seattle de remporter le championnat en 2016, puis après qui avait permis à Seattle d'arriver en finale l'année passée contre Toronto en 2017. C'est plus ça. Il y a maintenant Kim Kee-hee avec Chad Marshall qui est en défense. Kim Kee-hee cette saison. Très très bon. À un point tel que Torres devient ton substitut. Exactement. Mais son entrée a quand même aidé à stabiliser Seattle. Par contre, si Roldan ne joue pas, j'ai une crainte qu'il n'y ait pas le milieu qui soit l'équivalent. Parce que Roldan, il a eu un rôle aussi dans le jeu offensif. Et on l'a vu, Mathieu, très drôle, mais on l'a vu avec LAFC. Et je sais qu'il y en a sur Twitter qui vont se moquer de moi encore parce que je le dis tellement souvent. On le voit avec LAFC, avec la perte de Marc-Anthony Kaye. Quand on n'a pas ce milieu défensif qui vient, milieu physique, je vais dire, parce qu'il est un peu moins défensif Kaye, il y a un problème. Ouais, exactement. Donc il y a un petit problème qui fait en sorte que le milieu, il y a un manque de fluidité dans le jeu parce qu'il y a moins d'assurance en arrière. En tout cas, donc on va voir ce que ça va faire de ce point de vue-là. Moi, j'aimerais juste souligner donc le retour en forme de Marshall qui était extrêmement important. Bon, après maintenant il s'est blessé. Comment on va faire? Comment ils vont faire pour le match retour? Je suis vraiment étonné de voir et surpris de voir combien Marshall est encore performant à cet âge-là. 34 ans. 34 ans. Est-ce que Torres va pouvoir le remplacer avec Kim Hee en défense centrale? Il va falloir qu'il se mette en mode Coupe du Monde avec le Panama Torres. Mais il peut, c'est un vétéran de la MLS, il peut pas nuire. Mais il faut pas oublier que du côté de Portland, il y a un joueur qui va revenir aussi, c'est Laris Mabiala, le joueur congolais qui avait été suspendu. Lui, il va être en défense pour Portland. Ça peut être un facteur si le match reste encore serré. Alors, on va voir ce qui va se passer. Mais on a vu dans cette rivalité-là, qu'est-ce que ça donne deux équipes qui ont des tauliers dans tous les départements. On parle de Chad Marshall pour Seattle. On a aussi Osvaldo Alonso qui est un des meilleurs milieux défensifs de la MLS, sinon le meilleur. Et en plus, c'est un bon passeur. Il y a toujours 90% et plus de passes à chaque année. Et c'est pas des passes vers l'arrière. C'est quelque chose. Tu as Lodero et là on a parlé de Rudiaz. Mais Portland, ils ont des tauliers aussi. Ils ont Valérie, Diego Chara qui fait lui aussi un des meilleurs milieux défensifs. Et voilà. Et là, on a peut-être trouvé en Eba Bissé l'attaquant qui va peut-être aider les Timbers à passer au tour suivant. En tout cas, ça promet pour le match 2 qui exceptionnellement n'aura pas lieu durant le week-end, mais jeudi soir. Exactement, jeudi soir. On a tous hâte de voir ce match-là. Un duel, en tout cas, moi, j'ai trouvé le premier match vraiment magnifique. Puis j'ai vraiment hâte de voir ce que va donner la suite. Un duel entre rivaux. On sait jamais ce qui peut arriver. L'avantage du terrain à ce moment-là, oui, il va jouer un peu au début, à la fin. Mais au milieu, pendant 70 minutes, l'avantage du terrain ne compte presque pour rien. Donc, est-ce que Portland va pouvoir encore de nouveau et faire évoluer sa contre-attaque? On le voit, le match du tour préliminaire où ils ont joué à Dallas, où ils ont, et je l'ai dit dans mon dernier article, j'ai dit, ce match-là, Dallas l'aurait remporté 35 fois sur 36. Mais Portland a été tellement efficace. Puis Dallas, a des problèmes d'efficacité, mais Portland a l'expérience de ce genre de match. Exactement. Aussi, hein? Puis Diego Valeri, c'est comme s'il avait mis un coup de frein pendant toute l'année pour pouvoir se préserver pour ces séries. Depuis qu'il est en série, depuis le premier match et le deuxième maintenant, on sent qu'il est monté d'un coche. C'est ridicule combien c'est bon. Puis pour conclure là-dessus, attention aux phases arrêtées. Portland, c'est une de leurs forces. Parce que tu parles de Valérie, c'est une de ses armes. Et, on en connaît qui ont payé le prix pour ça. On sous-estime toujours cet aspect-là du jeu, mais ça va jouer un rôle déterminant probablement dans le match. Torres va aider. On verra très bien. On va conclure ici notre premier segment, la track de la semaine. J'espère que vous avez aimé ça. On se rejoint tout de suite pour le deuxième. C'est maintenant le moment du deuxième segment de l'émission, le Renard Bleu. Vous aurez compris qu'on revient encore une fois sur l'impact de Montréal. Rémi Garde a fait le bilan de fin de saison, un bilan tripartite si on inclut la rencontre avec les journalistes de Joey Saputo et le bilan avec les joueurs, avec la remise des prix, notamment à Ignacio Piatti, meilleur joueur de l'année chez l'Impact, et à Evan Bush, meilleur joueur défensif. Toutefois, c'est le bilan non seulement de Rémi Garde qui va retenir l'attention ici dans notre segment, mais aussi, on l'a appris récemment en début de semaine, le départ de Adam Braz qui délaisse son poste de directeur technique.
de l'Impact de Montréal, ce qui pourrait annoncer d'autres changements, on l'espère en tout cas, en vue de la saison 2019. Alors, toi, Adi, comment tu as réagi lorsque tu as appris que Adam Braz quittait son poste de directeur technique de l'Impact? Très sincèrement, j'étais surpris du timing parce que j'avais pas lu en fait que c'était possible et c'était aussi imminent que ça. Par contre, je trouve ça quand même logique. Je trouve que déjà que Adam Braz, bon, pour rien enlever au gars, je le connais pas personnellement, mais de ce que je vois, Adam Braz n'avait pas ce qu'il faut pour être à cette place-là dans la MLS de nos jours. Si on parle de la MLS en 2012, oui, je vous aurais dit oui, il aurait eu sa place très, très simplement. Mais là, on est en 2018. On a des équipes comme Atlanta, on a des équipes comme LAFC, on a de grosses équipes qui commencent à recruter à l'étranger, à avoir des structures en place assez intéressantes. Il y a beaucoup de gens qui sont développés. Adam Braz, avant qu'il revienne à l'Impact, il avait travaillé pour l'Impact. Il était parti, il avait lancé son projet d'agent immobilier. Oui. Puis et là, il est revenu directement en tant que directeur sportif. OK, mais il est où ton bagage MLS? Il te faut du bagage MLS. Donc, est-ce que je suis surpris du timing? Oui. Est-ce que je suis surpris de la décision? Non. Je trouve que c'est la bonne décision. Après, il faut voir qui vient après. C'est déjà une bonne décision, un premier bon pas pour l'Impact de Montréal en termes d'organisation en MLS, en termes de franchise en MLS qui vont encore passer un cap, mais il faut que la personne choisie soit une personne idéale. On parle de plus en plus, je pense que c'est Vincent Détouche de TVA Sport qui l'a dit, comme quoi il pense que ça va plus être un remaniement à l'interne. C'est possible. Je ne suis pas dans les petits papiers de l'Impact pour le savoir. Après, il faut voir quel genre de remaniement interne ça va être. Est-ce que ça veut dire que Nick DeSantis, Jérémy Filosa aussi en a parlé, est-ce que ça veut dire que c'est Nick DeSantis qui va revenir dans ce rôle-là puis il va laisser toute la cellule de recrutement à la cellule de recrutement de Bologne? Il y a plein de choses qui peuvent arriver. Moi, on a même parlé de la possibilité de voir Patrice Bernier, même avec Patrick Leduc, faire un tandem à la direction technique. Ça pourrait être intéressant. Bon, Bernier a accepté quand même un poste avec les U15 aussi à l'Impact, donc c'est peut-être moins sûr, pas de ce point de vue-là, mais ça peut être quelque chose d'intéressant de ramener des gens qui s'y connaissent en MLS. C'est ça le plus important. Et en plus, il faut qu'il y ait un carnet d'adresses. Un directeur sportif a besoin d'un carnet de contacts, d'un carnet d'adresses, des gens qui sont bien placés à droite et à gauche dans différents clubs à travers la MLS. C'est très important. On parle beaucoup des joueurs étrangers qui viennent d'Europe parce que bon, on s'entend qu'on a tous quelqu'un, un petit club en Europe, ou bien même si on n'a pas un petit club en Europe, on s'intéresse parce que c'est quand même du bon niveau aussi. Et oui, on va regarder les joueurs qui viennent de l'Europe. Mais en premier, la base de la base, c'est les joueurs de MLS. Donc, ce directeur sportif-là, j'aimerais qu'il appelle ce plus en MLS. J'aimerais qu'il arrive avec des joueurs confirmés, des joueurs qui sont là. Moi, comme Azira, c'était quand même un très bon coup. Je sais pas ça vient de qui, ça vient de Braz, ça vient de DeSantis, je sais pas ça vient de qui, mais ça, c'est un très bon coup. Et je suis sûr qu'on peut en avoir des millions comme ça. Il y en a beaucoup des joueurs qui ont pas de temps de jeu, mais qu'il faut aller les chercher. Toi, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Non, mais... je suis globalement d'accord et en fait, je pourrais même rajouter un élément important. En plus de connaître la MLS, il faut aussi connaître ses règles, sa façon de fonctionner et aussi la façon dont la MLS joue. C'est quoi la culture de la Ligue? Comprendre ça pour justement contribuer à bâtir l'équipe parce que pour moi, du moins dans un club bien structuré, un directeur technique, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir une idée bien planifiée de quelle est la culture du club et la culture de la MLS et comment je dois envisager de passer de la théorie à la pratique pour que la culture de mon club puisse être mise en pratique sur le terrain et soit, si on veut, s'accorde avec celle de la MLS pour qu'on puisse aller chercher un titre. Donc, pour comprendre ça, pour arriver à contrer l'adversaire. Donc, ça rejoint ton propos, on doit connaître la MLS et et ça va jusque dans les règles. Comprendre les quotas. Tu parlais justement des joueurs américains, c'est pour ça qu'ils sont importants. On peut pas aller chercher des internationaux puis continuer d'acheter des places à prix d'or. À prix d'or et ad vitam aeternam. À un moment donné, il y a un seuil limite. Tu te dois donc de trouver des joueurs nord-américains qui vont venir cadrer avec la philosophie ou ce que l'entraîneur veut imposer
comme style de jeu. D'autant plus que, et ça m'a surpris un peu, on va revenir peut-être rapidement là-dessus, là. Rémi Garde, à la conférence de presse, en fait, même, je pense, à l'émission de TVA Sport, à l'entrevue, a dit « Je ne connais pas encore assez les joueurs de la MLS. » Pourtant, il a vu des vidéos, il a vu les matchs, j'espère qu'il a au moins appris quelque chose. Wilfred Nancy, qui était à côté de lui, il a servi à quoi à ce moment-là, sinon? C'est vrai que... Est-ce qu'Adam Braz, il en a parlé? Parce que j'en parle parce que tu as parlé de l'acquisition, très bonne acquisition, justement, de Michael Azira. International ougandais. Et ce joueur-là, c'est un très bon milieu défensif. Quand un changement d'entraîneur au Colorado, il l'avait mis sur une voie de garage. Donc, il y avait une opportunité à aller chercher. Mais ça prend quelqu'un qui vienne, qui connaisse non seulement la MLS, puis pas juste à la direction technique. On a parlé de la cellule de recrutement, du lien avec Bologne. Moi, je pense qu'il faudrait des recruteurs qui travaillent à temps plein avec l'Impact parce qu'ils connaissent la culture de la Ligue. Ce que font les clubs bien structurés, d'ailleurs, ils envoient leur personnel ici pour apprendre comment ça fonctionne avant de les retourner en Europe. Des équipes comme Manchester City, même les Red Bull de New York, par exemple. C'est un exemple là, que je donne. On n'est pas obligé de faire pareil, mais c'est une idée de dire qu'il faut des gens qui aient cette connaissance de la MLS, même au niveau de la cellule de recrutement, et aussi pour observer comment les équipes jouent, leur stratégie. Tout ça, ça vient aider Rémi Garde, l'entraîneur, dans sa préparation, connaître l'adversaire, et lui, qui est un pragmatique, il va pouvoir, en même temps qu'il va peaufiner son style de jeu, ce qu'il va imposer avec le recrutement, le fait de connaître l'adversaire, donc de savoir s'ajuster en conséquence. Parce qu'on disait toujours, l'Impact n'a pas de plan B, l'Impact n'a pas de plan B. Ça serait quelque chose à envisager. Exactement, pour ajouter la profondeur. Ouais, ajouter la profondeur. Exactement. Maintenant, moi, j'aimerais aussi parler, parce qu'on a parlé un peu de ce que Garde a dit. J'aimerais juste mentionner un petit truc par rapport à Garde dans ses entrevues, dans ses bilans, ainsi de suite. J'adore l'honnêteté de cet entraîneur-là. J'adore sa prestation devant les médias. J'aime le fait qu'il y a jamais vraiment de choses secrètes en arrière. C'est toujours direct, c'est franc, ça va direct au but. Moi, j'adore ça. J'aimerais le louanger parce que on n'en voit pas très souvent, même à travers le soccer mondial, là, on n'en voit pas très souvent des entraîneurs qui vont venir devant les médias, qui vont dire les choses exactement comme ils sont. Il a parlé de l'équipe réserve, le fait qu'il manque une équipe réserve, ce que je pense que c'est l'éléphant dans la chambre, là, tout le monde le sait, comme quoi il manque une équipe réserve, après ça coûte cher, mais bon, on le sait. Il a parlé du fait qu'il y a des joueurs qui reviendront pas avec l'Impact de Montréal, il a parlé de Salazar, de Lubé Langoyette. Anthony Jackson-Hamel, bien sûr. Non, il a pas dit comme quoi, il a dit qu'il y a une possibilité qu'il soit là. Ouais, mais il a dit qu'il y a une possibilité qu'il soit là. Par contre, il va voir comment ça évolue. Bon, ça a l'air qu'il est pas dans les faveurs de Rémi Garde. Ça a l'air que c'est une question d'attitude si on lit entre les lignes. Et puis ça aide pas ce que Anthony Jackson-Hamel aussi a dit lui-même quand il a fait son bilan. Mais c'est pas nouveau dans le monde du foot, hein. Il y a toujours des joueurs, des entraîneurs que ça fonctionne pas. Exactement. Il y a des joueurs très bons qui fonctionnent pas avec un entraîneur, mais qui fonctionnent avec un autre. Donc, c'est possible que ce soit pas la relation idéale pour les deux. Bref. Donc, moi, j'aime bien ce que Rémi Garde a dit et j'aimerais juste souligner ce point-là. Je pense que l'Impact se doit, l'année prochaine, on parle de bilan. Moi, je trouve que c'est très positif. Je suis pas quelqu'un je suis quelqu'un qui voit ça comme un plan. On n'est pas Atlanta, là. On n'est pas Atlanta qui arrive avec tous les moyens et qui vise la MLS Cup. Puis si jamais ils tombent en finale, ce serait un mauvais résultat pour eux. Pour nous, notre but, c'était de faire mieux et de commencer à trouver une équipe. Parce que l'année passée, on n'en avait pas d'équipe. Donc, trouver une équipe. Il y a une des bases qui ont été mises. On a fait une très bonne fin de saison. Comme première année, dans le contexte qui était là en novembre 2017, je trouve que l'Impact de Montréal a fait une bonne saison malgré le fait qu'ils ne se sont pas qualifiés pour les séries. Par contre, faut faire attention. L'année prochaine, c'est les séries. Et c'est pas les séries à la 6e place, là. Mais il va falloir éviter aussi de considérer les séries juste comme un maître étalon pour évaluer l'effectif. Il faut faire les séries, mais on a parlé tantôt de Portland, de Seattle. On parle de clubs on pourrait parler de Kansas City. On parle de clubs qui sont année après année en série et qui ont une stabilité dans l'effectif, même dans le roulement de personnel. Exactement. J'en reviens encore à la structure. On va l'espérer que 2019, ce que le départ d'Adam Braz, espérons, pourrait être fondateur de ce côté-là. Il faut que l'Impact commence là, à poser des bases, des fondations plus structurelles pour donner enfin au club vraiment là, j'aimerais sa touche professionnelle, l'amener à un autre niveau. Parce que ce que tu vas voir dans les bureaux de niveau professionnel, ça va se traduire sur le terrain fatalement.
Là, ça a été un peu l'inverse, parce que Rémi Garde a parlé de ça. Ça, c'est intéressant. Même si ça vient un peu à l'envers, c'est l'entraîneur qui en parle. Mais on va espérer qu'il va avoir une oreille attentive à ce moment-là, parce que sinon, quand Rémi Garde va partir, il va arriver la même chose qu'avec le départ de Drogba, de Divayo, et même l'après-finale de la CONCACAF. Il n'y aura pas d'héritage, il n'y aura pas de traces. Et là, ça pourrait être négatif. Alors, on va le prendre sous ton angle, on va espérer que ce soit positif et que ce soit fondateur pour l'avenir. Exactement. Sinon, l'année prochaine, ça va décider, on va pouvoir savoir si effectivement cette saison était le début de quelque chose ou bien c'était encore un échec en termes de gestion d'effectifs et en termes de structure de club, comme tu dis si bien, Mathieu. Ben, c'est ça qui va clôturer notre segment du Renard Bleu. Donc, on prend une petite pause puis on revient tout de suite avec le prochain segment. Donc, nous revoilà au troisième segment des Renards du Soccer, les à côté du gibier. Cette fois-ci, Mathieu et moi, on a beaucoup parlé pour essayer de vous offrir quelque chose de nouveau, mais on s'est dit non, c'était juste trop beau ce qui s'est passé cette fin de semaine en MLS. Puis on s'est dit, il faut qu'on revienne sur les 3 autres matchs qui se sont déroulés durant cette fin de semaine. Et comme l'émission parle avant tout de la MLS, on serait fou de passer à côté des autres matchs des séries éliminatoires. Surtout, il y en avait de très très bons. Donc, on va commencer en tout premier par le fameux match entre le Real Salt Lake et le Sporting Kansas City. Tu as pensé quoi du match, toi, Mathieu? Ben, ça a été un match que le Real avait bien entamé et ils ont ouvert le score grâce à une belle passe de Krajlak qui avait déjà été un joueur important lors de la victoire en match de barrage. Et ça, le but de Rusnak a permis donc au Real de profiter du match aller devant ses partisans. Mais c'est là qu'on voit que le Sporting aussi ont l'expérience des séries. Cette équipe-là, je l'avais dit la semaine dernière, elle tombe jamais quand on la croit morte. Là. Elle renaît toujours. Elle renaît de ses cendres. Comme ça, elle renaissait de ses cendres. Et ça renvoie aussi à ce que tu disais la semaine dernière. Tu as parlé de Diego Rubio. Qu'est-ce qui s'est passé? Peter Vermees l'a envoyé sur le terrain comme substitut. Sa première touche de balle, il marque le but égalisateur qui permet d'aller arracher un verdict nul face au Real Salt Lake et donc d'avoir l'avantage du terrain. Exactement, parce que... Et c'est là qu'on voit l'importance. Mais en même temps, même avant que Rubio rentre, le Sporting n'a jamais lâché. Tu as parlé aussi de Johnny Russell, l'Écossais. Ça a été le meilleur joueur du match. Sur son flanc, il a tout couvert, il a tout ratissé. Il n'a rien laissé au Real Salt Lake. Et ce qui n'est pas une bonne nouvelle en plus, c'est que Rusnak, l'auteur du but, a eu un carton jaune et à cause de l'accumulation, il sera suspendu pour le match retour. Ça va être un peu plus compliqué. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça parce que Rusnak est le meilleur joueur de l'effectif. On parle de... C'est lui l'animateur du jeu. C'est lui qui est derrière presque tout qui se passe avec le Real Salt Lake. Après, bon, dans le vestiaire, tu as Rimando, tu as Beckerman. Moi, je parle sur le terrain. Rusnak est à l'origine de tout ça. Krejlak est maintenant... que ce soit Krejlak, que ce soit Baird, ils sont toujours là à la finition, mais sauf que dans le jeu, dans le système de jeu de Real Salt Lake, effectivement, c'est Rusnak qui est là. Comment ils vont pouvoir s'ajuster par rapport à ça? Je pense que ça va être très difficile. Déjà que le Real Salt Lake a pas un très bon dossier à l'extérieur. En plus, en série, contre le premier de la conférence de l'Ouest, je pense que ça va être compliqué. Pourtant, c'est mon équipe maintenant de choix, mon équipe Cendrillon à moi. Vous le verrez dans l'article que j'ai écrit dernièrement sur MLS en folie. J'en parle comme quoi c'est un peu mon équipe de cœur à l'instant en MLS. Par contre, j'aimerais souligner par rapport à Russell. Russell, c'est pas juste toi et moi qui avons remarqué comme quoi Russell a surperformé, pas juste sur ce match-là, mais durant toute la saison. Russell, si vous regardez, si vous allez chercher en ligne le fameux tifo que les supporters des Sporting Kansas City ont fait sur Russell, c'est marqué en grand, on voit Russell en train d'enlever son chandail, puis c'est marqué WrestleMania. En tout cas, c'est extrêmement drôle, j'ai beaucoup aimé ça, et c'était vraiment créatif de leur part. En tout cas, ce match-là, ce duel-là, je pense que le but à l'extérieur... Bon, c'est difficile à dire maintenant, mais je pense qu'il condamne un peu le Real Salt Lake. Après, on sait jamais. On est en série, tout peut arriver. C'est vrai, mais le résultat nul 1 est évidemment en faveur des Sporting qui sont forts en défense. On va passer ensuite au match suivant. Moi, c'est un match que j'avais hâte de parler avec vous. C'est celui opposant New York City FC avec Atlanta United. On a affaire ici à deux équipes qui adorent la possession du ballon. Et bizarrement, ce que ça a occasionné en première mi-temps, c'est pas moins d'un record en MLS pour une première mi-temps, 22 fautes. C'est deux équipes qui aiment posséder le ballon, mais pour le récupérer, ça semblait compliqué au début.
Et ça a pris un but, en fait, de Remedy, mais un but où il y avait personne au deuxième poteau pour le New York City FC, un garbage goal, comme on aime l'appeler, après une belle volée de Martinez, en plus. Magnifique volée de Magnifique Martinez. volée. J'aurais bien aimé l'avoir voir aller au fond parce qu'elle aurait fait le tour de la planète entière, je pense. Parce C'est que vrai. c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, finalement, il y avait un défenseur sur la... Il y avait le gardien puis le défenseur sur la ligne. Il y avait eu un but refusé auparavant à Almiron, et c'est vrai qu'il était hors jeu. Ouais, Bravo et à la 100% barre hors jeu. là-dessus. Mais ce but-là de Remedy, qui était un garbage goal, qui était pas spectaculaire, il est juste venu pousser le ballon du pied. Ça a été au fond, ça a été le seul but du match. Et ce qui a fait la différence, finalement, ça n'a même pas été l'attaque. C'est un défenseur. On revient sur les vétérans de la MLS, même si on joue en Europe, mais qui sont des joueurs qui sont pas des internationaux. Michael Parker, c'est l'ancien de Columbus. Il a été le joueur du match pour moi. Défensivement, il a été solide. Mais globalement, United m'a surpris par son approche. Ils ont été disciplinés. Ils ont contrôlé le petit terrain de New York City FC à un point tel que cette équipe-là, avec les couleurs des Citizens comme Manchester City, c'est eux qui chapeautent tout ça, aucun tir cadré en 90 minutes devant leurs partisans. Je veux dire, si t'es pas capable d'avoir un tir cadré, Villa, où il était, David Villa? Moi, je l'ai pas vu. Maxime Morales, Matarita. Vous voyez mes réactions, c'est comme, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ouais, mais... Il y a Maxime Chano qui a peut-être eu une chance, mais lui aussi a pas cadré son tir. C'est là-dessus, j'ai l'impression qu'Atlanta a appris un peu de sa leçon de l'an dernier par rapport à Columbus, que c'était des matchs serrés, mais ils étaient peut-être pas préparés à ça à cause de leur style. Là, j'ai l'impression que contre New York City FC, qui déjà avait terminé la saison en dents de scie, ils étaient pas... On dirait que le départ de Patrick Vieira, ils s'en sont pas tout à fait remis, même s'ils sont restés quand même une bonne équipe. Ils ont comme été surpris par le fait que ça s'est joué de façon beaucoup plus serrée et finalement... New York City FC s'est retrouvé comme pris à son propre piège. Exactement. Tu as complètement raison et je trouve que c'est dommage parce que la fluidité qu'on voyait dans le jeu avec Patrick Vieira, on voyait vraiment une fluidité, ça allait de vers l'avant. Oui, il y avait un peu ce jeu latéral beaucoup plus qu'un jeu vertical avec le New York City FC. Par contre, il y avait des chances, ça a avancé vers le but, c'était pas stérile. Tandis que maintenant avec Torrent, on voit ça que c'est un peu stérile. Ça avance, puis ça tire un peu n'importe comment. La plupart des buts, ça revient sur des ballons perdus de la défense adverse. Bon, c'est un style de jeu. Il y a beaucoup d'entraîneurs à travers le monde qui jouent comme ça. Sauf que c'est moins beau à voir. Puis contre une équipe comme Atlanta, ils en font pas beaucoup d'erreurs comme ça. Donc si jamais tu veux pouvoir battre Atlanta United, qui a quand même battu le record de nombre de points établi par Toronto l'année passée, même s'ils ont fini deuxième, on en avait parlé lors du premier épisode de la MLS. Il faut qu'à ce moment-là, New York City FC arrive à poser le jeu et arrive à créer du danger sur le but adverse, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Par contre, j'aimerais souligner encore une fois le travail d'Atlanta. On a vu Atlanta toute la saison. Atlanta, c'est une équipe explosive. Et j'aimerais saluer le fait qu'ils ont su s'adapter à ce match-là et au fameux terrain du Yankee Stadium qui est inadmissible pour moi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ils étaient prêts, ils ont trouvé un système de jeu. Tata Martino, ça a l'air qu'il a très bien préparé son équipe et ils sont réussi à sortir par la victoire. Qu'elle soit scrappy ou non, qu'elle soit vraiment... Mais tu dois gagner des matchs comme ça, surtout en séries éliminatoires. Exactement. Ou des matchs où il n'y a pas de lendemain. Il faut que tu apprennes à gagner des matchs 1-0 où tu peux pas mettre en avant ton jeu. Il reste maintenant un dernier match à traiter, parce que maintenant on peut le dire, Atlanta avec ses 70 000 spectateurs vont avoir probablement l'avantage contre New York City FC. Mais il reste un match. C'était Columbus qui jouait, on s'en doute bien, contre les fameux New York Red Bull. Et qui d'autre qu'un vétéran de la MLS, un joueur que... En fait, c'est le type de profil que j'aimerais avoir avec l'Impact, moi. Pipa Higuaín, Federico Higuaín. Que dire? Il a été l'homme du match contre DC United. Il a joué 120 minutes. Berhalter a pris le risque de le reposer. Et là, après 45 minutes, il l'amène sur le terrain. Et la talonnade qu'il fait à Zardes pour le seul but du match, les Red Bulls ont été carrément... mais c'était un beau jeu. Là. Les Red Bulls ne pouvaient rien faire. Non, ils pouvaient rien faire. En fait, j'aimerais... J'en ai parlé lors du podcast avec Culture Soccer. Si jamais vous avez la chance de l'écouter, écoutez-le. En parlant on parlait des trophées qui sont donnés en fin d'année. Déjà, Zardes a gagné le trophée du meilleur revenant de l'année, donc Comeback of the Year. C'est lui, ce qui est complètement normal avec une saison de 19 buts. On dit bonjour aux LA Galaxy en passant qu'ils sont pas dans les playoffs. Non, exactement. Par contre, j'aimerais aussi souligner que si Zardes est revenu à ce niveau-là, c'est grâce à Federico Higuaín. Federico Higuaín, c'est
tout un meneur de jeu. C'est un métronome. vrai 10. C'est un piano accordé tout le temps. Ridicule. Une vision de jeu vraiment venue de nulle part. Je vois pas pourquoi il a pas joué à un moment donné dans sa carrière dans un des meilleurs clubs d'Europe parce qu'il le mérite. Ce joueur-là... Son rôle, en plus, a changé avec le temps. Il était un vrai 10 quand il est arrivé à Columbus. Et là, même s'il a vieilli, il joue quasiment comme en 8, mais dans l'axe, mais il contrôle toute la circulation. Il joue en 10, mais à la place d'un 8. En fait, il joue un peu plus reculé, là. Il joue en 10, mais plus reculé. Exactement, c'est fou. Ça prouve que Berhalter, malgré ses stratégies offensives, il s'ajuste. Et quand il a vu son joueur gagnant en polyvalence, ben forcément, ça fait bénéficier tout Columbus. Tu as complètement raison. Et j'aimerais juste souligner, parce qu'on en parlait avant la track de la semaine, quand on a parlé en premier, on parlait de Diego Valeri, comme quoi il avait gardé tout son stamina pour les séries. Ça a l'air que Higuaín a presque fait la même chose. Si moi, maintenant, j'ai à choisir un MVP pour les séries et les éliminatoires, j'aurais du mal à vraiment départager ces deux. J'aimerais aussi parler... On va voir la suite des séries aussi. Exactement. J'aimerais aussi parler de Columbus, encore une fois. Columbus, c'est l'équipe qui avait éliminé les Red Bulls l'année passée. C'est eux qui avaient éliminé aussi Atlanta l'année passée. Donc, faut pas oublier ils ont été en finale en 2015, donc ils sont rodés. Il y a encore des joueurs qui étaient dans cette édition de la finale. Il y a Harrison Afful, entre autres, puisqu'on a parlé d'Higuaín. Je pense même Justin Meram était là également. En tout cas, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant de voir que Columbus c'est un peu la bête noire des meilleures équipes de la MLS. Donc c'est un peu drôle. Et revenons à une équipe bien rodée. Berhalter est là depuis longtemps. C'est solide, c'est structuré et on sait à quoi s'attendre. Quoique, mais ils n'ont gagné que 1-0. On va pas dire que les Red Bulls sont morts. Ils reviennent à la maison. On sait jamais ce qui peut arriver, mais on se pose quand même la question de savoir est-ce que les Red Bulls vont encore craquer en série après avoir connu une saison extraordinaire. C'est ridicule, cette série noire. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation des Red Bulls? Parce qu'on n'en a pas parlé, on a parlé juste de Columbus. Bon, Kaku a eu une belle chance de marquer, c'est vrai. Mais c'est ça, Columbus aussi, ils sont capables, malgré qu'ils aiment un football de possession, et c'est Berhalter. Mais Berhalter est un bon tacticien aussi. Il a montré, et je pense que les joueurs n'étaient pas difficiles à convaincre, qu'on pouvait jouer serré, comme Atlanta United a fait avec New York City FC. Donc, d'être capable de gagner des matchs à l'arraché où on va pas marquer des tonnes de buts. Parce qu'on sait qu'on en fait une bonne défensive. Il suffit d'attendre l'occasion. Et déjà, l'idée de mettre Higuaín tactiquement, dès le début de la deuxième mi-temps, ça a tout de suite eu un impact sur le jeu dans l'ensemble, même si ça n'a donné qu'un seul but. Là, on voit la différence et on voit l'importance aussi des changements. On a parlé de Rubio tantôt. Quand tu as le bénéfice de la profondeur et tout ça, ça veut dire que Berhalter on se dit il a pris un risque en mettant Higuaín sur le banc. Mais c'est vrai qu'il avait beaucoup joué. C'était un risque, mais c'était calculé et ils ont contrôlé le match pour que ça reste 0-0 contre les Red Bulls. Mm-hmm. Et la preuve en est, c'est que Berhalter, avec son équipe, ils ont réussi à contrer le jeu de pression des Red Bulls. Exactement. On va voir si ça va continuer, s'il va y avoir des ajustements de la part d'Armus au match. Il va falloir. Il est temps que les Red Bulls ils franchissent un cap. Il va falloir qu'ils trouvent un moyen, Chris Armas, pour les Red Bulls. C'est parfait, ils ont gagné encore un Supporter Shield, mais ça suffit pas. À un moment donné, il va falloir qu'ils commencent à avoir un titre. C'est ridicule combien cette période sèche, ça fait trop longtemps qu'elle dure. Ils ont jamais remporté encore de titre en MLS. On va voir finalement si le Save the Crew aura fait le voyage à New York. On va voir ça dans ce cas-là. J'espère que vous avez aimé notre épisode cette année. J'aimerais vraiment féliciter et remercier très longuement mon cher collègue Mathieu Lemay et aussi City Vision et surtout David Dixot qui nous filme à chaque semaine. J'espère que vous avez aimé cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 3. Au revoir. The weekend, a naturally beautiful occasion. Whether it's time for lunch and a catch-up with friends, or simply a well-deserved break, or hygge as we Danes call it, it's a chance to embrace the more natural you, unfiltered. New Carlsberg Unfiltered. A new expression of lager, a cloudy, crisp pilsner. No filter for a more natural taste. Beer as nature intended? Probably. Always drink responsibly. Visit drinkaware.ie.